Bonsoir à toutes et tous, je suis à mon tour ravi d'être avec vous et avant de commencer mon intervention, je voudrais moi aussi à mon tour remercier les Insoumis du Cher et toutes celles et ceux qui ont participé à l'organisation de cette soirée. Dans les réunions publiques comme ça, il y a celles et ceux que vous voyez sur la scène, puis il y a ceux qu'on ne voit pas, mais sans qui une réunion comme celle-ci ne peut pas se tenir. Et donc merci, bravo à vous pour tout le travail de mobilisation et de préparation de cette soirée. Les élections européennes, ça a été dit, elles sont maintenant dans moins d'un mois. Et on sait que c'est souvent des élections sur lesquelles l'abstention est extrêmement importante. Et honnêtement, moi je ne culpabilise pas les gens qui se posent la question de l'importance ou de l'intérêt d'aller voter, parce qu'on nous a tellement menti, on nous a tellement bafoué nos votes, nos choix, nos avis sur la question européenne, que je peux comprendre qu'on se dise finalement est-ce que c'est vraiment utile et à quoi bon se déplacer le 26 mai prochain. Et l'idée de mon intervention, c'est d'essayer de répondre à cette question et je voudrais vous donner quelques arguments simples, concrets, sur pourquoi c'est important de se mobiliser le 26 mai prochain, sur pourquoi c'est important de transmettre aussi ce message et de faire en sorte qu'un maximum de personnes s'emparent de leur bulletin de vote à la fin du mois pour aller voter, prendre position, participer à la prise de décision politique. D'abord parce que ces élections, elles s'inscrivent dans un contexte qui est un contexte national, qui est celui qui fait que depuis 6 mois dans ce pays, la mobilisation des Gilets jaunes, elle a mis au cœur de l'agenda politique les revendications pour la justice sociale, la justice fiscale, la démocratie, qu'il y a des gens qu'on ne voyait pas, qu'on oubliait, qu'on ne voyait pas sur les plateaux de télévision, que les politiques ne considéraient pas, compris ce gilet jaune fluo, là, visible, pour dire nous on est là, on existe, on a des problèmes, et on compte bien faire en sorte que les politiques qui soient menées dans ce pays apportent des réponses à nos problèmes et à nos problématiques. Et face à cette mobilisation, vous avez un gouvernement et un pouvoir qui a joué la carte de la répression, la carte de l'arrogance, du mépris, de la surdité, qui a joué la carte de la répression, je le disais, et il faut rappeler toujours que cette mobilisation des Gilets jaunes, c'est la mobilisation qui a été la plus violente de ces 60 dernières années, que vous avez plus de 3000 personnes qui ont été blessées dans ce mouvement, que vous avez des gens qui ont perdu une main, qui ont perdu un œil, vous avez même une personne qui est décédée pour le simple tort d'avoir voulu participer à des mobilisations et à des manifestations où on défendait un droit à une vie moins difficile dans un pays, la France, qui fait partie des pays les plus riches du monde. Et face à cette attitude de la répression, face à cette attitude du mépris, de l'arrogance, face à sa non-réponse, à ces mensonges et à ces enfumages permanents, avec une conférence de presse qui dure je sais plus, 100 minutes, presque 2 heures, où on vous dit bon bah alors on a bien réfléchi, on va réindexer les pensions de retraite sur l'inflation, mais à partir de 2021, un manque de peau en fait, ça avait été voté pour 2 ans, donc en fait c'était déjà prévu qu'en 2021 ça s'appliquait plus. La fin de l'indexation des pensions de retraite sur l'inflation. Et puis à partir de 2020, on remettra pour les gens qui ont des pensions de retraite inférieures à 2000 €, bah, manque de peau, le Conseil constitutionnel avait censuré la mesure, et à partir de 2020, pour les gens qui gagnaient moins de 2000 € de pension de retraite, ça devait déjà se réappliquer, la réindexation des pensions de retraite. Bon, c'est ça la réalité de ce qu'a annoncé le président de la République. Il est venu vous donner des trucs que vous aviez déjà. C'est ça la vérité. Donc il nous a fait une longue litanie, un long flot de paroles, mais avec une absence totale de propositions concrètes, précises, pour répondre aux revendications, aux difficultés qu'ont les gens au quotidien. Vous allez me dire, vous êtes de mauvaise foi, il a dit qu'il va aller baisser, il allait réduire la première tranche de l'impôt sur le revenu. C'est vrai, il a dit ça. La vérité, c'est que plus d'une personne sur 2 dans ce pays ne paye pas d'impôt sur le revenu, elle ne sera pas impactée, ne sera pas frappée par cette mesure. La deuxième réalité, c'est que si vous n'expliquez pas comment cette mesure, cette baisse de la première tranche d'imposition sur le revenu va être effectivement financée, ou si au contraire vous expliquez que les pistes, c'est une piste sur l'allongement de la durée du travail, parce que c'est ça la réalité, on est en train de vous donner dans la poche gauche ce qu'on vient juste ou ce qu'on va vous prendre dans la poche droite. La réalité, c'est que le gouvernement ne s'est pas attaqué à la question centrale qui était posée dans cette mobilisation, qui était la question de l'inégale répartition de la richesse dans ce pays. Et aucune mesure, aucune proposition du président de la République ne vise à s'attaquer à cette question et ne pose la question d'une participation plus importante de celles et ceux qui ont le plus de ressources et le plus de revenus à l'effort national et à l'effort collectif. Pas de remise en cause et pas de retour, pas de rétablissement de l'impôt de solidarité sur la fortune. Pas d'augmentation de l'imposition pour les plus riches de ce pays.
pas de contribution exceptionnelle, pas de TVA grand luxe, pas de TVA à taux zéro sur les produits de première nécessité. Rien de ce qui faisait le cœur de ces mobilisations, que ce soit sur les questions sociales, fiscales, démocratiques. Parce que ce n'est pas le référendum d'initiative partagée qui va répondre à l'exigence de davantage de participation à la prise de décision dans notre pays. Le référendum d'initiative partagée, c'est un dispositif qui vous permet d'envoyer un texte de loi à l'Assemblée nationale. Et là, l'Assemblée nationale a le choix en mettre le sujet à l'ordre du jour. Et si le sujet n'a pas été mis à l'ordre du jour pendant 12 mois, alors il y a un référendum. Il suffit de mettre le sujet à l'ordre du jour et que la majorité pléthorique de la République En Marche vote en cadence pour dire on n'en veut pas et c'est fini, ce projet est oublié. Non, les gens demandent participer au pouvoir de décision, pas de pouvoir transmettre des textes dans une chambre d'enregistrement où cette majorité de godillots qui est soumise à la politique du président de la République va pouvoir les rejeter en cadence. Bref, ce que je veux vous dire, c'est que face à cette mobilisation historique, à ce mouvement important des Gilets jaunes, vous avez eu un pouvoir qui a répondu finalement, dorénavant, tout sera comme auparavant. Et donc il faut entendre le message de cette conférence de presse. Ce n'était pas une conférence de presse, c'était un appel à la mobilisation. Un appel à la mobilisation dans la rue. Et dès demain, le 1er mai, il faut que ça soit un 1er mai de mobilisation, de résistance, un 1er mai qui permette à toutes celles et ceux qui aient un gilet jaune, qui aient un gilet rouge, qui aient une carte d'organisation syndicale, une carte d'organisation politique ou pas du tout, mais qui ne sont pas d'accord avec la politique qui est mise en place dans ce pays, de faire entendre leur voix et d'augmenter le niveau de rapport de force avec le pouvoir. C'est ça l'enjeu de cette mobilisation de demain. Mais c'est aussi un appel à la mobilisation électorale. Et ça, c'est le premier argument pour lequel il faut se déplacer le 26 mai prochain. C'est que vous avez une opportunité d'utiliser votre bulletin de vote pour dire et pour envoyer un message clair à Emmanuel Macron et à son gouvernement. Ça suffit. Ça suffit la politique pour les riches. Ça suffit la politique où une petite minorité a tout et tous les autres n'ont rien et galèrent à finir les fins de mois. Alors réfléchissez bien. Parce que si vous, par votre abstention, vous offrez l'opportunité à Emmanuel Macron d'une victoire électorale, alors vous lui donnez tous les outils, vous lui donnez une opportunité unique de pouvoir dire, vous voyez, quand on demande l'avis aux Françaises et aux Français, c'est la liste de la République En Marche qui met en tête de l'élection européenne. Donc c'est bien la preuve qu'on peut tourner la page de cette mobilisation des Gilets jaunes et reprendre le cours de notre politique. Voilà pourquoi il faut se mobiliser, voilà pourquoi il faut se déplacer. Certains vont dire, oui, mais c'est une élection européenne, très bien. Mais le président de la République avait qu'à nous donner une autre opportunité de nous prononcer. Il avait qu'à faire un référendum. Il avait qu'à revenir aux urnes et au peuple en organisant des élections législatives anticipées. Il a fait un choix inverse. Dès lors, l'élection européenne devient l'opportunité d'envoyer un message clair de rejet et de sanction de la politique gouvernementale. Et c'est ce que nous allons faire ensemble le 26 mai prochain. Je crois que c'est la première raison pour laquelle il faut se mobiliser. Des fois, j'entends, il vaut mieux ne pas aller voter, parce qu'en boycottant l'élection, on va montrer que la colère est extrêmement forte et importante et ils seront obligés d'en tenir compte. Non. Non, parce qu'aux élections législatives en 2017, il y a déjà une personne sur deux qui ne s'est pas déplacée, qui ne s'est pas mobilisée. Est-ce que vous avez l'impression qu'ils en ont tenu compte, que ça les a empêchés de mettre en place leur politique? Non. Emmanuel Macron, il vous donnerait de l'argent s'il pouvait pour que vous n'alliez pas voter. Voilà ce qu'il pourrait. S'il pouvait le faire, il le ferait. L'abstention, elle leur profite à eux, à celles et ceux qui ont peur de l'intervention populaire, de la participation populaire, du fait que ceux qui n'ont rien, comme il dit, ceux qui galèrent dans leur vie du quotidien se déplacent, s'emparent du bulletin de vote, de cet outil, de cette arme qu'on a arraché de longue lutte pour exprimer leur point de vue et pour envoyer un message qui est un message clair. La deuxième raison pour laquelle il faut se mobiliser, de mon point de vue, c'est parce que face à ces mobilisations et à ces revendications, il y a des réponses politiques qui existent, qui sont possibles pour mettre en place une autre politique et pour répondre à ces attentes. Je vais vous donner quelques éléments, parce que sinon il faudrait que je vous détaille l'ensemble du programme de la France Insoumise, l'avenir en commun. Mais c'est possible d'avoir une politique avec davantage de justice fiscale si on fait une véritable réforme de l'impôt sur le revenu. Pas seulement en ajoutant une tranche au début, mais en ajoutant des tranches y compris à la fin pour lisser l'impôt sur le revenu. Aujourd'hui, si vous prenez la cloche de l'imposition, je dis la cloche parce que c'est une cloche, la courbe de l'imposition, en fonction des revenus, finalement, vous avez quelque chose qui est comme ça. Vous avez quelque chose qui est comme ça parce que les plus hauts revenus profitent d'un certain nombre de dispositifs d'exonération, de niches fiscales, etc., qui font qu'ils payent moins d'impôts proportionnellement à leurs revenus qu'à une certaine catégorie de la population. On avait proposé un système 14 tranches d'imposition
Avec ce système, vous aviez 92% des citoyennes et des citoyens de ce pays qui paieraient moins ou autant d'impôts qu'aujourd'hui, et vous avez 10 milliards d'euros de recettes supplémentaires pour l'État. Ça coûte rien, parce qu'ils vous disent toujours que ça coûte trop cher. Là, c'est une mesure qui rapporte de l'argent à l'État, qui est une mesure plus juste, qui fait que 8% des gens vont participer davantage, 92% des gens vont payer moins. Bon, c'est possible de le faire demain. Demain, on le fait, si on a du courage politique. De la même manière, quand on dit on peut introduire une TVA à taux zéro sur les produits de première nécessité, et on met une TVA grand luxe sur les yachts, les cigares, les produits de luxe. Il y a un rapport qui a été fait, pas par la France Insoumise, par l'UDI. C'est pas la France Insoumise, l'UDI. L'UDI nous dit, si on fait ça, vous faites les deux en même temps, vous financez la TVA à taux zéro sur les produits de première nécessité et vous récupérez 2 à 3 milliards d'euros de recettes supplémentaires pour l'État. Pareil, ça coûte rien, ça nous rapporte de l'argent. Pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi on ne le fait pas? Pourquoi on ne fait pas ça? Ça coûte rien. On peut augmenter les bas salaires dans ce pays, c'est possible de le faire. C'est possible de le faire, et s'il le faut, parce qu'ils vous disent toujours que les petites et les moyennes entreprises ne vont pas s'en sortir, alors vous mettez en place des mesures d'accompagnement pour les petites et les moyennes entreprises. Mais c'est toujours pareil, vous avez les grands groupes qui se cachent derrière les PME et qui disent « mais si vous augmentez les bas salaires, eux, ils ne vont pas s'en sortir ». Non. S'il faut aider les petites et les moyennes entreprises, on peut le faire. On fait un pôle public bancaire, on fait un prêt à taux zéro, pour que le temps que l'argent qu'on injecte dans l'économie, parce que quand vous augmentez les bas salaires, les pensions de retraite, c'est de l'argent qui va dans la consommation populaire, qui fait tourner la machine économique. Alors que quand vous faites comme M. Macron un cadeau aux plus riches de ce pays, c'est de l'argent qui part dans l'épargne ou dans la spéculation financière. Donc on peut augmenter les bas salaires, et le temps que cet argent-là recircule dans l'économie, fasse son impact, son effet sur la machine économique, vienne alimenter les carnets de commandes des petites et moyennes entreprises, faites un TVA à taux, un prêt à taux zéro, d'un pôle public bancaire à ces petites et moyennes entreprises. S'il faut, on peut même adapter la fiscalité sur les entreprises. Et là, il a donné des chiffres tout à l'heure. Faisons en sorte que les grands groupes payent effectivement 33% d'impôts sur les sociétés, pas 5, 6, 7% parce qu'ils font de la fraude, de l'optimisation ou de l'évasion fiscale, et baissons l'impôt sur les sociétés pour les petites et les moyennes entreprises, parce que c'est pas normal qu'elles payent le même niveau, voire davantage d'imposition que les grands groupes et les multinationales dans notre pays. C'est possible, je veux juste vous montrer que c'est possible d'apporter des réponses, c'est pas impossible de le faire. Ils nous disent toujours qu'il n'y a pas d'autre alternative. Si vous comprenez, on dépense trop d'argent, il faut des recettes, etc. Pour l'instant, c'est eux qui ont fait des mesures, sans nous dire d'ailleurs quelles étaient les recettes qui allaient y correspondre. Là, je vous propose des mesures qui coûteront rien à l'État. Des mesures qui permettront d'avoir davantage de justice, davantage de conditions de vie qui soient moins difficiles que ce qu'on vit aujourd'hui. De la même manière sur la question démocratique. Le président de la République dit « j'ai bien réfléchi, mais je ne suis pas d'accord avec le référendum d'initiative citoyenne parce que je suis attaché à la démocratie représentative. » Mais qui a proposé de supprimer la démocratie représentative en fait? Personne. Ça est absurde, c'est une opposition stérile, inutile. Vous pouvez avoir une démocratie représentative modifiée par rapport à ce qu'elle est aujourd'hui et en même temps introduire des formes de participation directe des citoyens. Le référendum d'initiative citoyenne, il ne vise pas à pouvoir se prononcer sur tous les sujets et qu'on supprime l'Assemblée nationale. Personne n'a jamais parlé de ça. C'est une caricature absurde. Vous pouvez avoir une démocratie représentative renouvelée, revivifiée, je vais en dire 2 mots, et introduire le référendum d'initiative citoyenne, et introduire le référendum révocatoire pour faire en sorte que si un élu ne respecte pas ses engagements, on puisse mettre un terme à son mandat. Bref, il y a des réponses démocratiques qui existent. On peut faire une 6e République renouvelée, moins présidentielle, où le pouvoir est plus citoyen, s'appuie plus sur le Parlement, l'Assemblée nationale. Une constitution de la 6e République où on a introduit les droits nouveaux qu'on a gagnés depuis qu'on a mis en œuvre la 5e République. Quand la constitution de la 5e République a été votée, il y avait une seule chaîne de télévision, de mémoire, il n'y avait pas Internet, ça n'existe pas, personne ne parlait de la question de l'écologie, l'homosexualité était considérée comme un délit, l'avortement était interdit, juste 5 exemples. Mais ces questions-là, elles sont importantes. Il faut qu'on introduise dans la Constitution de la 6e République le fait, par exemple, qu'on constitutionnalise le droit à l'IVG pour qu'il ne soit pas attaqué comme il est attaqué aujourd'hui en France, mais aussi dans d'autres pays de l'Union européenne. On peut introduire des questions comme la neutralité d'Internet dans la Constitution, la règle verte pour prendre en compte l'impératif écologique. Bref, la Constitution, elle doit évoluer par rapport à la Constitution de la 5e République. On aurait pu profiter de l'opportunité de ce mouvement des Gilets jaunes, de cette créativité, de cette énergie populaire, de cette détermination pour faire évoluer nos institutions. Le président de la République a préféré faire ses réponses tacticiennes, politiciennes, parce qu'il ne veut pas remettre en cause en réalité le cours de sa politique, c'est-à-dire
s'attaquer et faire participer davantage celles et ceux qui ont fait son élection. C'est ça la réalité. Et donc le 26 mai prochain, quand vous allez voter, bien sûr il y a beaucoup de choses dont je vous parle là qui sont des questions qui dépendent de politique nationale. Mais vous pouvez aussi le 26 mai prochain venir soutenir, donner du poids, donner de la force, donner de l'écho à ces revendications, à ces mesures, à ces réponses politiques, à cette mobilisation des Gilets jaunes. Et je pense que c'est une deuxième raison pour laquelle c'est important de se mobiliser le 26 mai prochain. La troisième raison, c'est parce qu'il y a un sujet majeur, qui est un sujet qui a été oublié par le président de la République et dont on ne peut plus faire l'économie aujourd'hui, qui est la question de l'urgence climatique. Vous avez entendu le message de ces jeunes, ces lycéens, ces collégiens qui se mettent en mouvement et qui ont dit « Nous, maintenant, on s'engage dans la grève pour le climat », c'est-à-dire on ne va plus à l'école et à la place, on va devant les institutions et on va demander à nos responsables politiques pourquoi ils n'ont rien fait pour répondre à cette question de l'urgence climatique et pourquoi nous, notre génération, on va être celle qui ne pourra pas vivre demain dans un écosystème compatible avec la vie humaine parce que vous n'avez pas agi alors que vous aviez connaissance du problème depuis des années. Ces jeunes-là, ce message, il faut l'entendre, ce message, il converge avec celui de tous les scientifiques, notamment le groupement international des experts pour le climat. Le GIEC qui nous dit, si vous ne faites rien aujourd'hui, vous allez atteindre les 1,5 degrés de réchauffement climatique en 2040, les 2 degrés en 2075, et 2 degrés de réchauffement climatique, c'est la hausse de la température, au-delà de laquelle les scientifiques vous disent, on n'est plus capable de prédire les évolutions du climat, ça sort de nos modèles. 2 degrés de réchauffement climatique, c'est un quart des 80 000 espèces d'insectes, de plantes, de vertébrés qui disparaissent. 1,5 degré de réchauffement climatique, c'est 200 millions de décès prématurés dans le monde en raison des vagues de chaleur, des maladies, de la malnutrition. C'est ça la réalité des chiffres. Et le GIEC qui vous dit, si vous voulez respecter l'accord de 1,5 degré de réchauffement climatique, c'est-à-dire l'accord de Paris, vous devez faire en sorte que le pic mondial des émissions de gaz à effet de serre soit en 2020. Pas en 2040, pas en 2050, l'année prochaine. C'est-à-dire qu'à partir de l'année prochaine, il faut que mondialement, on ait entamé la décrue de nos émissions de gaz à effet de serre. Alors vous voyez, ce qu'on a besoin, c'est des décisions, des objectifs fixés, maintenant, tout de suite. Pas de nommer une commission qui demain va peut-être faire une proposition de loi qui arrivera peut-être à l'Assemblée nationale pour que peut-être après, en 2025, on ait commencé à agir sur le sujet. Et de ce point de vue-là, le président de la République, il a fait preuve d'une irresponsabilité totale. Il ne suffit pas de faire un grand chapitre dans sa conférence de presse sur le sujet. On a besoin de fixer des objectifs, d'investir, de faire des plans, de faire en sorte qu'on organise cette transition, parce qu'on sait que ça va être difficile. On en est venu à se demander, avec son tirage au sort, là, s'il n'était pas tellement incapable de répondre à l'urgence climatique qu'il avait décidé de tirer au sort les survivants. Et là, au moins, on se dit, parce que par rapport à d'autres tirages au sort, qu'au moins les gens ne devraient pas refuser de participer à son tirage au sort, parce que là, normalement, on est attaché à y participer. Bref, tout ça pour vous dire qu'on a besoin de fixer. Et là, le programme de la France Insoumise, il est clair sur le sujet. On doit fixer des objectifs, faire une planification. On fixe un objectif, 2050, 100% d'énergie renouvelable. Voilà. Et ça nécessite de l'investissement. Parce que si vous voulez faire le 100% d'énergie renouvelable en 2050, les travaux, par exemple, du scénario Négawatt démontrent que pour ça, vous devez avoir 3 piliers. 1, monter en puissance des énergies renouvelables. Ça nécessite des investissements publics, de la recherche, de la formation. 2, politique de sobriété énergétique. Ça veut dire on lutte contre le gaspillage. Nécessairement, on doit baisser la consommation. Troisièmement, politique d'efficacité énergétique. Et ça, pour ça, c'est investissement, notamment dans tout ce qui est rénovation thermique des bâtiments publics, du logement social, etc. Et si vous voulez faire ça, si vous voulez rénover les 800 000 logements publics, c'est ce qu'on avait mis dans le programme de la France Insoumise, vous devez investir de l'argent public. Vous n'avez pas le choix. Et pas un seul coup de peinture. Pas un seul coup de peinture. Bon, si vous voulez faire ça, vous devez investir de l'argent public. Et en plus, souvent ils disent oui, mais l'écologie, vous comprenez, c'est difficile pour le pouvoir d'achat. C'est l'inverse. Si vous faites la rénovation thermique des bâtiments, non seulement vous faites quelque chose de bon pour l'environnement, mais en plus vous faites quelque chose de bon pour le porte-monnaie des gens et des gens qui n'ont pas grand-chose, parce que celles et ceux qui vivent aujourd'hui dans les passoires thermiques, qui ont des factures de gaz et d'électricité qui explosent, c'est celles et ceux qui souffrent le plus, qui ont le moins de moyens aujourd'hui dans notre pays. Et donc l'écologie, si elle est prise intelligemment, pas de manière absurde, avec cette taxe carbone qui était faite en dépit du bon sens, au contraire, elle ne s'oppose pas à la question du pouvoir d'achat, elle est complémentaire. Nous, en tout cas, la France Insoumise, on défend l'idée d'une écologie qui est une écologie populaire, qui s'attaque d'abord aux grands pollueurs, aux plus riches, c'est eux qui détruisent la planète, aux multinationales, qui s'en font et qui s'en mettent plein les poches, et qui en ont rien à faire
de l'impact de leur politique sur la planète. Il faut organiser, il faut introduire la règle verte, faire en sorte qu'on ne prenne pas davantage à la planète que ce qu'elle est capable de régénérer. Il faut qu'on organise la transition de notre modèle d'agriculture, qui est aujourd'hui un modèle d'agriculture productiviste, qui met en danger notre santé, notre environnement, qui met aussi en danger la vie et la santé des agricultrices et des agriculteurs eux-mêmes. Il faut qu'on fasse la transition vers une agriculture qui soit une agriculture plus paysanne, une agriculture biologique, en circuit court, où on relocalise l'activité économique, une agriculture débarrassée des pesticides. Et donc, il faut introduire dans la loi la promesse du président de la République de sortir du glyphosate. Et c'est un combat qu'on mènera aussi demain au Parlement européen. Il faut une agriculture qui arrête de considérer les animaux comme un objet, comme une marchandise, avec ces fermes des 1000 vaches, ces fermes des 200 000 poules, où on banalise tellement la souffrance à l'égard des animaux. On se dit, une fois qu'on accepte ça, alors on banalise aussi la souffrance à l'égard des êtres humains. Il faut organiser la transition de l'agriculture, il faut organiser l'économie de la mer. Bref, je pourrais donner plein d'exemples, mais on a besoin de décisions tout de suite, maintenant. Il faut fixer des caps. Quand on dit 2050, 100% d'énergie renouvelable, sortir du nucléaire, on sait très bien que ça ne sera pas demain en éteignant toutes les centrales. Mais ça veut dire on fixe le cap, et puis quand les centrales nucléaires elles arrivent en fin de vie, au lieu de faire le grand carénage, c'est 100 milliards d'euros qu'on va injecter pour allonger la durée de vie des centrales nucléaires, et on les ferme progressivement, et ces 100 milliards d'euros, on les met plutôt dans la montée en puissance des énergies renouvelables. Il faut fixer des objectifs, des caps, prendre des décisions, pas seulement blablater, attendre, patienter. Et la vérité sur ce sujet, elle mérite de dire que si vous voulez faire ça, c'est pas compatible. C'est pas compatible avec les règles qui régissent aujourd'hui le fonctionnement de l'Union européenne. Camarades, ils ont parlé de ces règles absurdes des 3%. Mais vous ne pourrez pas faire la transition écologique si vous restez enfermé dans ce dogme des 3%. Parce que oui, on a besoin des fois de s'endetter pour préparer les générations futures. Parce qu'on investit de l'argent pour préparer le fait que l'écosystème demain soit encore compatible avec la vie humaine. Parce que demain, il faut le dire, vous pourrez vivre avec 3% de déficit, mais vous ne pourrez pas vivre avec 3 degrés de réchauffement climatique. Et donc il faut s'engager maintenant. Il faut prendre des décisions maintenant, pas respecter cette règle-là. De la même manière, dans les règles qui régissent aujourd'hui le fonctionnement de l'Union européenne, la Banque centrale européenne, celle qui s'occupe de toute la politique monétaire, est indépendante. Elle n'a pas le droit de prêter aux États membres. Vous n'avez pas le droit de lui donner des consignes politiques. Elle a pour seul objectif de lutter contre l'inflation. Mais on aurait besoin de faire de la création monétaire, justement pour financer la transition écologique. Là, ils vous parlent tous de banque pour le climat, de Green New Deal, mais personne ne pose la question centrale, c'est que c'est pas possible si vous restez enfermé dans ces règles absurdes, parce que vous ne pouvez pas demander à la Banque centrale européenne de frapper de l'argent pour financer la transition écologique, c'est pas possible de le faire. De la même manière, les traités qui régissent aujourd'hui le fonctionnement de l'Union européenne, quand ils empêchent de mettre en place du protectionnisme solidaire pour faire en sorte qu'on protège davantage les productions locales, qu'on sauve aussi nos industries. Je pourrais vous en dire, si vous voulez, quelques mots dans les questions, mais depuis qu'on est en campagne, moi je me déplace pas mal sur les sites industriels, mais c'est un crève-cœur. Quand vous allez voir Alstom, et on a vendu la branche énergie d'Alstom à General Electric, la branche énergie d'Alstom, c'est eux qui font toutes les turbines, dans nos éoliennes, dans toutes les énergies renouvelables qu'on fait monter en puissance, on va en avoir besoin. On a donné ça aux Américains, à General Electric. La branche énergie d'Alstom, c'est elle qui est en charge de l'entretien des turbines qu'on a dans nos réacteurs nucléaires. Et maintenant, c'est sous le contrôle opérationnel du gouvernement américain. Vous imaginez demain s'il y a un rapport de force avec les États-Unis, le poids, le pouvoir qu'on leur a donné pour nous déstabiliser. On est en train d'organiser peut-être la vente de Alstom Transport, ce qui est resté d'Alstom, à Siemens. Alstom Transport, c'est eux qui font les locomotives, les tramways, tout ce dont on a besoin, le TGV du futur pour développer nos transports en commun. On menace de fermer et de vendre l'entreprise Saint-Gobain à Pont-à-Mousson aux Chinois. Saint-Gobain à Pont-à-Mousson, c'est eux qui font les tuyaux en fonte, qui organisent tout le réseau de distribution de l'eau potable. Parce que quand vous faites de distribution de l'eau potable, vous ne pouvez pas mettre ça dans n'importe quel tuyau. Il faut des tuyaux qui ne polluent pas l'eau, parce que sinon vous le retrouvez dans votre organisme. On est en train de vendre ça alors qu'on dit qu'il y a 30% de fuite dans le réseau en France. C'est-à-dire qu'il y a 30% de l'eau potable qui est gaspillée parce qu'il y a des tuyaux qui explosent ou des tuyaux qui sont mal entretenus. C'est une entreprise qui a des carnets de commandes immenses si la puissance publique décidait d'investir et de dire on va renouveler tout notre réseau de distribution d'eau. Bref, c'est pas possible de faire la transition écologique si on ne protège pas notre outil industriel. On en a besoin. On a besoin de faire monter en puissance les énergies renouvelables. On a besoin d'une sidérurgie. On a besoin de filières qui soient des filières locales. C'est pas normal que la filière du lin, le lin est produit en Normandie, il va jusqu'en Chine pour être transformé, il revient dans le magasin à côté de chez nous. On ne peut pas respecter l'environnement si on fait ça.
Tout ça pour vous dire qu'il n'y aura pas de transition écologique possible, il n'y aura pas de justice sociale, il n'y aura pas de justice fiscale possible si on ne rompt pas clairement, si on ne sort pas des traités européens tels qu'ils organisent aujourd'hui l'Union européenne. Et là, il faut avoir l'honnêteté de dire que c'est trop facile de dire votez pour nous, on va changer d'Europe, etc. C'est ce que font un certain nombre de listes depuis 20, 30 ans, 40 ans. On pourra faire ça que si on n'y va pas gentiment. Parce que si vous allez gentiment demander à Madame Merkel, s'il vous plaît, on aimerait que cette règle-là de l'Union européenne change, mais elle va vous renvoyer à la maison. D'ailleurs, François Hollande avait dit, votez pour moi, vous allez voir, je vais renégocier le pacte budgétaire européen. On lui a dit, rentre à la maison, il n'en est pas question. Et même le président de la République, Emmanuel Macron, quand il pose des règles pour dire, voilà, avec moi, l'Europe, tout va changer, etc. C'est même pas Madame Merkel qui lui répond, c'est sa lieutenante qui lui dit, bon, ça, il n'en est pas question. Et en plus, ajoute des provocations en disant, par contre, vous allez nous donner votre siège au Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est ça la réponse qu'il a eu, le président de la République, sur le sujet. Donc si vous voulez obtenir la renégociation, la sortie des traités européens, vous devez y aller avec un rapport de force. Donc vous devez poser des éléments d'un rapport de force. Poser des éléments d'un rapport de force, c'est d'abord se rappeler que la France, c'est un pays fondateur de l'Union européenne, deuxième puissance économique du continent, deuxième population du continent, que la France, elle a une contribution nette au budget de l'Union européenne de 16 milliards d'euros, ça veut dire qu'on donne 16 milliards à l'Union européenne de plus que ce que l'Union européenne nous renvoie par les politiques de solidarité. Pourquoi pas? Mais pas si c'est pour financer la destruction de nos services publics. Et donc si vous allez les voir demain et vous leur dites, bon, si ces règles-là, elles ne changent pas, nous on arrête de payer. On arrête de payer les 16 milliards, ça suffit. Parce que nous on n'est pas d'accord pour financer une Union européenne qui nous détruit. Vous allez voir s'ils ne réfléchissent pas. Vous allez voir s'ils ne bougent pas. Mais la vérité c'est que si vous voulez y arriver, vous devez avoir une possibilité alternative dans la négociation et dans le rapport de force. Vous devez avoir un plan B. Parce que sinon, toute personne qui a participé à une négociation ici sait que si vous n'avez pas de scénario alternatif, la personne qui est en face de vous, elle le sait. Et elle sait qu'à la fin, de toute façon, vous allez plier. Vous allez plier parce qu'elle va vous dire, bah non, ça, il n'en est pas question. Et elle sait que de toute façon, vous ne pouvez pas faire autrement. C'est ça qui est arrivé aux Grecs. C'est pour ça que la France Insoumise, souvent, nous dit, ouais, votre position sur l'Europe, elle est compliquée. Elle est compliquée parce que la situation est compliquée. Parce que oui, il faut sortir des traités européens, et que pour sortir des traités européens, il faut poser des éléments d'un rapport de force. Et ce rapport de force, ça s'appelle le plan B. Ça veut dire, si vous ne voulez pas, ben nous, on le fera quand même, et on le fera quand même avec d'autres pays en Europe qui seront d'accord avec nous. Parce que toute l'Union européenne n'est pas d'accord avec le fait que l'Allemagne dicte sa politique économique. Parce que les Espagnols, les Portugais, les Italiens, les Grecs, ils ont envie d'avoir une politique européenne qui soit alternative et différente. Et de ce point de vue-là, au Parlement européen, bien sûr qu'on ne peut pas tout faire, mais pour changer les traités, il faut dire la vérité, il faut prendre le pouvoir dans un pays. Mais par contre, chaque député européen que vous aurez envoyé au Parlement, chaque député de la France Insoumise, ça sera une voix pour faire entendre la sortie des traités européens, pour préparer ce scénario, pour nouer les relations internationales avec nos partenaires européens, pour faire en sorte que quand on va prendre le pouvoir le plus vite possible ici en France, alors oui, on aura des alliés au Parlement européen qui pourront nous permettre d'engager cette négociation, cette sortie et ce rapport de force pour modifier en profondeur le contenu des traités européens et pour faire en sorte qu'on puisse mener la politique dont on a besoin aujourd'hui. Voilà, à mon avis, une raison de plus pour laquelle il faut aller voter au Parlement européen. Je ne veux pas... Je ne veux pas excéder davantage mon temps de parole. Je veux juste conclure en vous disant que bien sûr c'est une élection européenne et dans une élection européenne vous allez aussi envoyer des gens au Parlement européen. Et après tout ce que je vous ai décrit et tout ce que vous ont décrit aussi mes amis, on pourrait se dire oui mais alors ça sert à quoi le Parlement européen puisque tout est organisé par les traités. Et c'est vrai que beaucoup de choses sont organisées par les traités. Et donc il faut dire la vérité. La vérité c'est qu'on ne pourra pas tout changer demain au Parlement européen. Par contre, on pourra arracher des victoires. On pourra s'opposer à des mauvais projets. On pourra être les lanceurs d'alerte, les squatteurs dont a parlé Laïla à l'instant. Je vous donne un ou deux exemples rapides. Premier exemple, les paquets ferroviaires. Il y a eu 4 paquets ferroviaires au Parlement européen, parce que oui, le Parlement européen n'a pas le pouvoir de proposer les directives. Par contre, les directives, elles doivent être votées par le Parlement européen. 4 paquets ferroviaires. Le premier paquet, c'était la libéralisation du service ferroviaire du fret. Et le 4e paquet ferroviaire, c'était la libéralisation du transport de passagers. Le dernier paquet ferroviaire au Parlement européen, il a été voté avec 24 voix d'avance. 24 voix. Ça veut dire que s'il n'y avait pas eu 2 parlementaires de la France Insoumise, s'il y en avait eu 26, alors peut-être que le paquet ferroviaire, il aurait été rejeté. Peut-être que la petite voie, la petite ligne de train à côté de chez vous qui va fermer parce qu'elle ne correspond pas à leur logique de rentabilité,
Peut-être que la petite gare à côté de chez vous qui va fermer, eh ben peut-être qu'on aurait pu la sauver. Peut-être que celles qui vont menacer de fermer demain, on aurait pu la sauver parce qu'on aurait eu davantage de parlementaires européens et qu'on aurait pu rejeter ce paquet ferroviaire. On peut s'opposer à des mauvais projets, on peut refuser les accords de libre-échange si on a beaucoup de parlementaires au Parlement européen. On peut arracher des victoires positives. L'exemple de la pêche électrique a été donné. Mais il peut y avoir d'autres victoires qu'on arrache sur les questions climatiques, par exemple. Et nous, on votera pour tous les projets qui iront dans le sens de la défense de l'environnement et de la planète. Et on votera contre tous les projets, des accords de libre-échange, des directives de libéralisation des services publics, tous ceux qui visent à rendre encore plus compliqué la vie des gens, la vie du peuple au quotidien. On a besoin de parlementaires européens qui soient aussi des lanceurs d'alerte, des gens qui sortent les sujets du Parlement européen pour les mettre dans la société. Et pour ça, vous avez intérêt d'envoyer au Parlement européen des gens qui ont déjà fait la démonstration dans leur engagement, dans leur parcours de vie, que c'était des gens qui ne se laissaient pas intimider, qui ne se laissaient pas faire. Parce que le Parlement européen, c'est la deuxième place forte des lobbyistes dans le monde, après Washington. Que vous avez, pour à peu près 700 parlementaires européens, entre 20 000 et 30 000 lobbyistes au Parlement européen. Que chaque année, ils dépensent 1,5 milliard d'euros pour leur activité de lobbying. Ça veut dire que quand vous n'êtes pas d'accord avec une décision, quand vous défendez un texte qui va renier le pouvoir d'un lobby, on va commencer par vous proposer des cadeaux, on va commencer à vous inviter à manger, à dîner, et puis si vous n'êtes pas gentil, on va vous appeler au téléphone pour vous menacer, et puis après on va chercher dans votre parcours de vie, si vous n'avez pas fait une bêtise à un moment pour la mettre un peu en avant. Voilà ce qu'ils vont faire, les lobbies, parce qu'ils ne sont pas d'accord pour qu'on s'attaque à leur pouvoir. Et donc vous avez intérêt d'envoyer des gens qui ne vont pas se laisser faire, pas se laisser manipuler. L'avantage, c'est que sur la liste de la France Insoumise, des gens qui ne se laissent pas faire, des gens qui ont fait la démonstration, la preuve dans leur engagement, que c'était des têtes dures, des gens qui ne se laissaient pas marcher sur les pieds, vous en avez beaucoup. Parce que quand vous allez voter pour une liste, dont la tête de liste, Manon Aubry, se bat depuis plusieurs années dans ce pays contre la fraude et l'évasion fiscale, et ben vous savez que c'est quelqu'un qui demain au Parlement européen poursuivra ce combat et ne se laissera pas manipuler, influencer, dominer par les lobbies, par les multinationales qui vont essayer de protéger leurs intérêts. Quand vous allez voter pour Anne-Sophie Pelletier, qui est cinquième sur la liste de la France Insoumise, la troisième c'est Laïla, pardon, qui est cinquième sur la liste de la France Insoumise, qui a fait en 2017 117 jours de grève parce qu'elle n'était pas d'accord avec la manière avec laquelle on traitait les personnels et les personnes âgées dans les EHPAD. Quand vous avez une personne qui a fait 117 jours de grève, malgré les pressions, 117 jours de souffrance, sans rémunération, vous savez que c'est quelqu'un qui ne se laissera pas faire, qui ne se laissera pas marcher sur les pieds par les lobbies. Quand vous avez Bernard Borgiani, cheminot, conducteur de train, qui a fait 4 mois de grève l'année dernière contre la libéralisation du service public ferroviaire, vous savez que c'est quelqu'un qui ne se laissera pas faire. Quand vous avez Mauricio Garcia Pereira, notre lanceur d'alerte des abattoirs de Limoges, Gabriel Amar, militant pour la régie publique de l'eau, qui lutte depuis plusieurs années dans le monde associatif contre le fait que les multinationales privatisent l'eau, ce bien commun indispensable et nécessaire à la vie. Quand vous avez Laïla qui a montré, en squattant des appartements, qu'elle n'avait pas peur, qu'elle ne se laissait pas marcher sur les pieds. Quand vous avez Marina Mesure, syndicaliste, experte française de la lutte contre le travail détaché, qui a fait tout le tour de l'Europe. D'ailleurs, on a publié aujourd'hui un appel de plus de 100 syndicalistes de 36 pays du monde entier qui soutient la liste de la France Insoumise et la candidature de Marina Mesure pour lutter contre le travail détaché. Vous avez une personne qui a fait le tour de l'Europe pour aider les salariés à se syndiquer contre le travail détaché, quand vous avez une personne qui est même allée jusqu'au Qatar pour aider les travailleurs des Philippines qu'on avait fait venir dans le cadre de la Coupe du Monde à s'organiser sous forme de syndicat, quand vous avez une femme qui allait au Qatar pour aider des travailleurs à se syndiquer, vous savez que c'est quelqu'un aussi qui ne se laissera pas marcher sur les pieds par les lobbies. Et donc vous avez l'opportunité avec les candidates et les candidats de la liste de la France Insoumise d'envoyer des gens dont vous avez une garantie. La garantie, c'est ils vous disent la vérité, ils ne pourront pas te changer. Mais par contre, les engagements qu'ils prennent, ils les tiendront, et ce n'est pas les lobbies qui les empêcheront de le faire. Voilà le message que je voulais vous faire passer aujourd'hui. Alors pour conclure, il y a un contexte. Vous le connaissez. Le contexte, c'est qu'on est à 1 mois de l'élection, et qu'ils essayent d'instiller cette idée finalement d'un duel, qui est en réalité devenu un duo entre la République En Marche et le Rassemblement National. On n'avait pas compris, donc la tête de liste de la République En Marche, par contre, elle était de l'autre côté, mais bon, ça, c'est pas grave. Mais ils essayent d'instaurer ce duel, ce duo, et de dire que finalement les autres n'existent pas. Vous ne laissez pas embrouiller, je veux juste vous donner ce chiffre-là. À 1 mois de l'élection présidentielle en 2017, les sondages disaient que Jean-Luc Mélenchon était à 11% des voix.
11% des voix. Voilà ce qu'il disait à un mois de l'élection présidentielle. Alors vous savez, si on est à 10% maintenant, c'est très bien si ça nous permet de finir à 18, à 19% le 26 mai prochain. Voilà la bataille, la campagne qu'on mène. Et nous, on fait notre part du boulot. Et ces réunions publiques, elles visent à vous donner des arguments. Je veux vous dire qu'on a besoin aussi que chacune, chacun fasse sa part du boulot. Et on ne vous demande pas de faire une part du boulot énorme. Regardez juste un chiffre. On a fait 2,5 millions de voix aux élections législatives en 2017. Il y a à peu près 500 000 insoumis sur l'ensemble du territoire national. Si on veut faire plus de voix qu'aux dernières élections législatives, il suffit que chacune, chacun d'entre vous, convainque 5 personnes. On se fait une liste dans la tête. On dit la famille, les amis, les collègues, le garagiste, les commerçants, les gens qu'on croise à la machine à café. Si vous en prenez juste 5 chacun, 5 personnes que vous arrivez à convaincre d'aller voter, alors on pourra faire un carton aux prochaines élections européennes le 26 mai prochain et on enverra un message fort, un message de rejet de Macron bien sûr, mais aussi un message qu'il existe une alternative possible pour la justice fiscale, sociale, démocratique, la transition écologique, la paix. Voilà les messages qu'on peut faire passer le 26 mai prochain. Alors pour conclure, Yannick a choisi Saint-Just, moi j'ai choisi Jean Jaurès. C'est classique, mais cette phrase-là est un peu moins connue, mais je trouve qu'elle correspond bien au contexte et au moment qu'on vit. Jaurès disait « Nous voulons fatiguer le doute du peuple par la persévérance de notre dévouement. » Alors soyons dévoués. Et alors, avant qu'on conclure, pas tout à fait, il y aura un petit peu à la fin, on va prendre 5, 6, 7 questions. Jacqueline Bruno, retraitée du CNRS. Que pensez-vous de l'action française de Tracfin? Avez-vous les éléments pour répondre?